Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième webconférence du salon Acheter, louer, rénover, organisée par le Crédit Agricole Toulouse 31. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Agut. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable immobilier neuf chez Square Habitat et vous allez nous parler d'investissement immobilier locatif sous le dispositif de défiscalisation et en particulier des nouveautés de la loi de finances en la matière. J'en profite par ailleurs pour rappeler que dans le cadre du salon Acheter ou Rénover, vous organisez des ventes privées sur une sélection de programmes neufs. Oui, absolument. Et d'ailleurs, nos clients bénéficieront d'offres commerciales exclusivement dédiées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir la vidéo de présentation de ces programmes et prendre rendez-vous avec les équipes de Square Habitat Neuf. Donc Nicolas, comme l'a évoqué hier Maître Giral, le marché de l'immobilier reste stable. La pierre est une valeur refuge. En quoi aujourd'hui l'investissement locatif est-il un atout? En 2020, les Français ont confirmé leur attrait pour l'immobilier. Il faut dire que les conditions de crédit et les taux historiquement bas ont favorisé les investissements immobiliers. L'immobilier et le logement en particulier répond à un besoin totalement structurel et indispensable, et les prix ont bien résisté en 2020 en dépit d'un contexte chahuté. C'est ça la valeur refuge de la pierre. Alors au-delà de l'aspect sécurité, valeur refuge de la pierre, naturellement l'investissement immobilier répond à d'autres objectifs tout aussi fondamentaux et importants pour nos clients, tels que la constitution de patrimoine, le complément de revenus pour la retraite ou l'optimisation fiscale. Tout ceci contribue à l'intérêt et à l'attrait de l'investissement immobilier. Donc, 2021 s'est ouvert sur la reconduction de différents dispositifs gouvernementaux et notamment la loi Pinel, qu'on connaît bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'intérêt de ce dispositif? Alors c'est un mécanisme qui est finalement assez simple, hein. C'est un dispositif de réduction d'impôt qui est assis sur le montant investi. L'investisseur a l'obligation de conserver et de louer le bien minimum pendant 6 ans et il aura une réduction d'impôt sur la période de 12% du montant investi, qui sera porté à 18% s'il conserve le bien pendant 9 ans, puis 21% s'il conserve le bien pendant 12 ans. Donc cela équivaut à une réduction d'impôt de 2% par an du montant investi, c'est-à-dire sur 400 000 euros, sur 200 000 euros investis, 4 000 euros de réduction d'impôt annuelle sur les 9 premières années et 2 000 euros de réduction d'impôt annuelle sur les années 10, 11, 12. Donc au total, 42 000 euros de réduction d'impôt sur un investissement de 200 000 euros. Donc en fait, pour résumer, on utilise ces impôts pour se constituer un patrimoine. Oui, absolument. C'est tout l'intérêt du mécanisme. Et alors, dans l'application de ce dispositif, est-ce qu'il est contraignant? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Il y a un cadre d'exercice qui n'est pas très contraignant au final. Les loyers sont plafonnés, mais par rapport au marché locatif toulousain, en fait, le plafond Pinel revient à très peu de choses près au loyer de marché. Il y a également des conditions de ressources des locataires, mais qui sont assez élevées et là aussi peu contraignantes. À titre d'exemple, un locataire seul peut gagner jusqu'à 30 000 euros de revenus fiscal de référence, 41 000 euros pour un couple et 50 000 euros pour un couple avec enfant. Donc ça donne des niveaux de solvabilité pas du tout contraignants pour avoir des locataires de qualité en dispositif Pinel. À cela, naturellement, il y a des conditions de respect, de performance thermique que le logement doit respecter, et les programmes doivent être situés sur des zones locativement tendues où il y a une forte demande locative. Voilà pour le cadre général et les conditions de bénéfice de la loi Pinel. Donc on comprend que ce dispositif est reconduit à l'identique, mais qu'il a introduit notamment des évolutions pour les années à venir, si je comprends bien. Oui, effectivement, le législateur, à travers la loi de finances, alors d'une part est venu proroger et rallonger la durée de la loi Pinel, qui devait s'éteindre logiquement en décembre 2021. Elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 dans ces conditions actuelles. Ce qui est à prendre en considération, c'est la date de signature de l'acte authentique du bien.
Parallèlement, le législateur a prolongé pour 2023 et 2024 également la loi Pinel, mais à des conditions de réduction d'impôt qui seront minorées. C'est-à-dire qu'actuellement, un investissement Pinel qui bénéficie d'une réduction d'impôt de 21% bénéficiera pour les acquisitions faites en 2023 d'un taux de réduction sur les 12 ans de 17,5% et il sera ramené à 14% pour les investissements réalisés en 2024. Donc, que nous conseillez-vous de faire concrètement avec ces nouveautés? Alors naturellement, tout l'intérêt est de se positionner dans les conditions et dans le cadre fiscal actuel, puisque la réduction d'impôt est la plus importante. Après, au-delà du taux de réduction, dans la stratégie de positionnement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'attends, il faut aussi prendre en considération le moment où va produire fiscalement l'effet, l'investissement. C'est-à-dire que si je me positionne cette année sur un investissement, il produira effet fiscalement, je bénéficierai de ma réduction d'impôt au titre des revenus de l'année de l'achèvement. Donc plus j'attends pour me positionner, plus j'aurai un bien qui sera achevé loin dans le temps et plus je diffère mon avantage fiscal. La loi de finances a-t-elle apporté d'autres modifications au dispositif Pinel? Alors oui, absolument, ça concerne les maisons individuelles qui désormais ne sont plus éligibles à la loi Pinel depuis le 31 décembre dernier, et que ce soit pour les situations où le particulier fait construire lui-même sa maison ou si il acquiert une maison en l'état futur d'achèvement à un promoteur. Il y a toutefois une mesure de tempérament qui est apportée, c'est-à-dire que les maisons qui se retrouvent, alors pas des maisons individuelles, mais qui sont dans des schémas plutôt semi-collectifs, semi-individuels, regroupés par plus de 2, donc autrement dit à partir de 3 unités, et qui font l'objet de procédés constructifs communs, charpente commune, fondation commune, continuent, elles, à bénéficier de la loi Pinel, mais ce sont les seules constructions. Les maisons strictement individuelles ou jumelées par 2 n'en bénéficient plus. Vous souhaitiez apporter des précisions, je crois, sur ce point? Alors, effectivement, une précision qui ne relève pas de la loi de finances, mais d'une circulaire qui a été adoptée en 2019 par l'administration fiscale sur l'appréciation de la règle de la limitation du nombre d'investissements et du plafond d'investissement par an. Je rappelle la règle, elle est très simple. L'administration fiscale autorise à faire 2 investissements Pinel par an, jusqu'à 2 investissements, et pour un montant maximum plafonné de 300 000 euros. Autrement dit, j'investis sur un bien qui vaut 350 000 euros, j'ai une réduction d'impôt calculée sur 300 000 euros. Je fais 2 investissements en loi Pinel, chacun pour 200 000 euros. Si je les fais la même année, j'en fais 2, j'ai le droit d'aller jusqu'à 2. Toutefois, 400 000 euros, l'administration fiscale va dire maximum 300 000. Je calcule votre réduction d'impôt sur 300 000 euros. Donc ça, c'est une règle qui est constante, qui ne change pas. Donc naturellement, l'investisseur, dans ce cas de figure, a intérêt à décaler son investissement et à faire 2 investissements sur 2 années différentes. L'administration fiscale, jusqu'à présent, prenait en compte, pour la comptabilisation de ces deux investissements par an, prenait en compte la date d'acquisition du bien, donc l'acte authentique chez le notaire. L'administration a changé sa règle et désormais elle prend en compte la date de l'achèvement. Donc, autrement dit, si je ne veux pas tomber sous la limitation des 300 000 dans l'exemple où j'achète 2 biens à 200 000, il faut que j'ai un bien achevé une année et que avoir l'autre bien qui sera achevé une autre année. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important à savoir naturellement et qui peut également s'anticiper en quelque sorte, puisqu'on ne maîtrise pas toujours avec la plus grande des certitudes le moment où le bien va être achevé. On part sur une livraison prévisionnelle en matière de vente en l'état futur d'achèvement. Donc, si par exemple un contribuable va faire un premier investissement qui doit être livré en 2021, le jour où il se positionne sur un second investissement, peut-être, sans doute, a-t-il intérêt à envisager un investissement qui sera livré non pas en 2022 mais en 2023 pour avoir une année de tampon et une marge de manœuvre, de sorte que si
son premier investissement qui doit être achevé en 2021 venait dans sa livraison, dans son achèvement, à être décalé sur 2022, il ne viendrait pas se télescoper, tomber sur la même année que le second investissement. C'est une précaution que l'on peut prendre lorsqu'on se positionne sur un second investissement et qui a une vraie importance parce que dans l'exemple que l'on donne là, en l'occurrence, 100 000 euros de réduction de base de réduction d'impôt, c'est à l'arrivée 21 000 euros de réduction de perdu. Donc ce n'est pas négligeable. Donc compte tenu de toutes ces évolutions, est-ce qu'investir en Pinel est toujours aussi intéressant ou est-ce qu'on doit plutôt s'orienter vers d'autres dispositifs? L'investissement Pinel a tout son sens naturellement. Il s'adresse à des clients qui payent à partir de 3 500 4 000 euros d'impôts. Là, ils ont vraiment le profil et un intérêt à se pencher sur cette solution d'investissement. Le marché a toujours son besoin structurel en logement. Donc, pas de problématique de ce côté-là. C'est un investissement qui a du sens, c'est un dispositif qui est efficace. Après, d'autres dispositifs, ce n'est pas tant la question de la qualité du dispositif, mais ça va être en fait conditionné par le profil, par les objectifs poursuivis par nos clients. Alors, c'est-à-dire quel type d'objectif? Alors, à titre d'exemple, parmi les objectifs que poursuivent principalement et de manière importante nos clients, il y a celui du complément de revenus, de la préparation de la retraite. À ce titre-là, la solution de l'investissement immobilier en résidence gérée de type résidence étudiante et senior sous le statut de loueur meublé non professionnel constitue une solution particulièrement adaptée. D'ailleurs, en 2020, les clients du Crédit Agricole au niveau national qui ont réalisé un investissement immobilier sous dispositif avec la structure en investissement immobilier de leur banque, telle que notre service, eh bien, un client sur trois s'est positionné sur ce type d'investissement, ce qui montre tout l'intérêt et tout l'attrait de ce type de solution. Donc on a beaucoup d'avantages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces avantages? Oui, alors le mécanisme repose sur le fait d'investir dans une résidence gérée, de type donc senior, étudiante. Cette résidence est gérée, exploitée par un professionnel qui va s'occuper de la remplir, de l'exploiter, et le professionnel va verser aux particuliers investisseurs un loyer, quelle que soit l'occupation effective de son logement propre. L'exploitant gère l'ensemble de la résidence et à ce titre-là, il mutualise avec l'ensemble des logements de la résidence qu'il gère et il verse, quel que soit le remplissage effectif ou la vacance entre le départ d'un locataire à l'arrivée d'un autre, l'investisseur perçoit son loyer quoi qu'il arrive. Donc c'est un mécanisme qui apporte une forme de sécurité, de tranquillité pour l'investisseur. C'est également une formule d'investissement qui permet d'apporter un niveau de rentabilité assez satisfaisant, de l'ordre de 3,5 à 4% du montant investi. Et également, le cadre fiscal de ce type d'investissement permet d'avoir une rentabilité de bon niveau, puisque par le jeu d'un amortissement fiscal, les loyers perçus par l'investisseur vont être nets de fiscalité, c'est-à-dire qu'il ne paiera pas d'impôt sur ses revenus locatifs pendant une période assez longue, généralement plus de 20 ans. Donc Nicolas, merci beaucoup pour votre présence, merci de vos réponses. Je vous rappelle par ailleurs que pour compléter cette intervention, vous trouverez les conseils de nos experts en assurance, financement, protection et travaux de rénovation énergétique via des vidéos d'experts juste en dessous de cette vidéo. Merci à tous. Merci.